Ô âmes héroïques en quête d'aventure, soyez les bienvenus à Ordanel. Nous voilà finalement à la croisée des chemins. Le moment où la plume s'arrête d'écrire, le moment où le livre se referme, le moment où, grâce à la persévérance de ceux qui ont voulu lui donner vie, mon monde entre finalement en contact avec le vôtre. Nos dieux, nos éléments, nos énergies, nos lois, nos étoiles, nos nations, nos espèces, nos héros, nos légendes. Tout vous sera révélé, tout vous sera résumé. Ah. Mais n'est-ce pas dommage de s'arrêter à ce croisement alors qu'il y en a tant d'autres? A-t-on vraiment terminé toutes les pages de ce livre? L'auteur n'a-t-il pas de l'encre à foison et mille et une façons de réécrire ce qu'on pensait inflexible? Car les règles du jeu sont faites pour évoluer. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte à l'instant T. L'univers est en constante expansion et en perpétuel changement. Personnellement, je vois ça avec beaucoup d'intérêt, car ça veut dire que je n'ai pas fini de vous raconter l'évolution d'Ordanel et les histoires qui s'y dérouleront. Et qui sait? Peut-être que si mes contes ont fait naître chez vous le même intérêt, vous êtes libre de rejoindre les héros de ce monde, les protagonistes de ce jeu et d'écrire la suite de l'histoire vous-même. Je vous reverrai peut-être avec des informations bien plus concrètes et des chroniques bien plus épiques à l'avenir. Mais pour l'heure, profitez du 5e, et sûrement pas le dernier, chapitre de la création. Le projet, il est là. Voilà. Vous vous souvenez de cette feuille-là? Créant un JDR avec les viewers, la grande page d'inspiration. Et ben on en est déjà vers la fin. La feuille de l'inceste des cailloux, exactement. C'est tout ce qu'il faut retenir finalement. J'ai tout récapitulé sur 3 pages. Je vous explique chaque détail. Le nom c'est toujours Ordanel. Hein. Le nom de l'univers, le nom du continent, le nom de tout le délire. C'est un monde, comment je pourrais résumer? Alchimique, c'est basé sur l'alchimie. Et en gros, l'idée de base, c'est que les dieux de ce monde représentent chacun un élément alchimique. Genre le tableau des éléments, bah j'ai un tableau pareil, avec toutes les divinités, et du coup chacun correspond à une matière. Les cailloux, ils ont des pouvoirs à l'intérieur d'eux, mais tu ne peux pas activer les pouvoirs directement, tu ne peux activer les pouvoirs que si, de 1, il est en contact avec un autre caillou, de 2, tu mets du mana dedans. Ce qui fait que les seuls trucs que tu peux faire techniquement, c'est des alliages. Par exemple, tu mets un caillou de feu, un caillou de glace, ça te fait un truc de glace de feu, mais genre tu peux pas avoir le feu pur et la glace pure, à part sur certaines conditions que je vais évoquer plus tard. Ça c'est l'idée de base, c'est comme ça que marche l'alchimie à Ordanel. Donc ça c'est les divinités, je vous refais pas le tableau des divinités, hein, c'est pas très important quand vous devez juste aller taper sur une bande de bandits. Mais à savoir que les divinités, vu que j'adore les dieux, c'est ma grande passion, vu que j'adore l'inceste, vu que j'adore les dieux, ils interviennent beaucoup dans l'histoire. C'est pas impossible que vous tombiez sur un gars au détour d'un couloir, quoi. Et alors ces divinités, elles ont chacune, en plus d'avoir leur propre matière, elles ont chacune leur arme spéciale qu'on appelle du coup la relique arme. Et vous allez voir, il y a plein de mots valises comme ça que j'ai créé juste pour donner un air cool. Ils ont chacun une arme, sauf que cette arme, elle est pas pour eux, elle est, d'après la loi des dieux, décernée à leur champion, qui est donc un habitant de la Terre. Et du coup, l'idée c'est que ces armes-là, elles sont faites en élématières pures, ce qui fait que n'importe qui peut pas les utiliser. Parce qu'en fait, les seuls qui peuvent utiliser les élématières pures, c'est le dieu de l'élématière en question. Je me demandais si le dieu garde une réplique de son arme. Je pense qu'il garde une réplique de son arme, mais la question est, est-ce que l'arme a des pouvoirs, ou est-ce que c'est juste une réplique pourrie? Une réplique pourrie, ça pourrait être rigolo, hein. Ça va vraiment qu'il y ait certains dieux qui se fassent marave la gueule. Genre pour l'idée, pour intimider. Ouais, pour dire juste, pour dire que c'est toi le dieu, quoi.
Mais ouais, j'aime bien l'idée que les dieux, depuis que les humains... Enfin, je dis humains, mais c'est pas des humains. Depuis que les humains leur ont montré qu'ils savaient gérer, les dieux, ils se baladent parmi nous, tranquilles. Je vais tous leur trouver un emploi, et puis vous les croiserez comme ça. Passons maintenant aux forces. Ce que j'appelle les forces variantes. Il y a 3 forces dans mon univers. Le Coril, le Technil et le 3e, donc il faut que je trouve le nom. Vous allez me dire tout de suite. C'est simple, la première c'est la vie. C'est ce qui te permet de vivre. La deuxième c'est la technique, qui est aussi la magie, qui est aussi l'alchimie. En fait, c'est le truc qui te permet de faire de la magie globalement. Et le truc c'est ce qui te permet d'avoir des émotions et d'être en relation avec les autres. Je vous parle vite fait de la classification du coup de l'univers, ce que j'appelle les anthropiens. J'ai bien aimé ce nom en fait parce que c'est un mélange de anthro qui veut dire homme et de entropie qui veut dire l'avancée, l'énergie. C'est juste les espèces qui sont entre guillemets humanoïdes. Donc en fait les anthropiens c'est simplement toutes les espèces qui sont jouables. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai pas pu m'arrêter d'en créer. Les anthropiens, voyez-vous, ils ont les 3. C'est leur spécificité. Un anthropien, c'est une créature qui a les 3. Ce que j'appelle un arkham, c'est un esprit, une divinité, un être transcendant, qui a que ces 2-là. Vu que c'est un esprit, il ne peut pas mourir. Donc il n'a pas de Coril. Un Magellème, c'est soit un robot, soit un élémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc fait de matière, qui est techniquement vivant, parce qu'on va dire que les scientifiques, ils injectent du Coril, donc techniquement il y a du Technil aussi. Par contre, il a pas d'émotion, donc il a que ces 2-là. J'aime bien cette idée de faire une classification en fonction des forces que j'ai créées. Les phonimaux, je rappelle que tous les noms sont provisoires, mais phonimaux ça sonne rigolo. C'est les animaux quoi. Les phonimaux, ils ont juste pas de technique. Voilà ma classification. Après les plantes, c'est que du Coril. Les champignons, c'est que du Technil. Les ondes, c'est que du Rhythmil. Et les élémentaires, c'est rien du tout. C'est les élémentaires de base qu'on a dit en rapport avec les divinités. Je vous parle de géopolitique maintenant, les amis. J'ai pas encore de carte précise de la zone, mais je vous ai inventé tout un tas de noms de nations. Et alors je suis fier de mes nations, parce qu'elles ont chacune une identité très 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 poussée. Je vous la fais rapidement. Petranum, hein. Il y a 9 nations. On dit communément les 9 nations. Je parle du milieu et je tourne comme ça. Voilà, au niveau de la carte, vous allez voir. Donc Petranum c'est au milieu, il y a des montagnes, il y a des souterrains, bref c'est la Moria. Mais c'est surtout le pays de la justice. Le gouvernement est attribué à un juge et à un jury suprême qui décide de tout. Les gens ont un crédit social en fonction de leur crime ou de leur non-crime, et donc les criminels se planquent pour échapper au score social. Mais les gens sont sympas en gros, les dirigeants sont sympas, ça va. C'est pas encore les méchants. Eux c'est les neutres par excellence. Eux c'est l'équilibre. Chaque nation a sa grande ambition en fait, et eux c'est vraiment l'équilibre absolu, la justice absolue. Viflorian. Viflorian, c'est un peu mon pays préféré, c'est là que j'ai un peu inventé les trucs. C'est le pays des plantes, c'est le pays des forêts, c'est le pays des elfes, c'est le pays de la magie. Surtout, comme j'ai dit, c'est le pays de l'alchimie, ce qui veut dire que les classes dirigeantes sont ceux qui maîtrisent le mieux la magie. Ce qui veut dire aussi que les gens qu'on méprise là-bas, c'est les gens qui n'ont pas de magie, ou qui la maîtrisent mal, parce qu'en vrai tout le monde peut maîtriser. Je me suis arrangé pour qu'il y ait un conflit intérieur, tu vois, dans chaque nation. Et là j'ai bien réfléchi, je suis plutôt fier de moi. Viflorian est dirigé par du coup un conseil des mages, et par une oracle, l'oracle de la nature, qui se trouve être la demi-déesse de la nature, je vous en parle après. C'est des hippies végétariens, buveurs de thé et sauveurs de chatons dans des refuges. Exactement. Voilà. Bien résumé. Ça c'est Viflorian. Bonsoir. Ah, j'ai oublié de préciser que chaque pays a sa culture un peu. Mais ça aussi c'est une idée qui me vient du Genshin. Petranum en l'occurrence ils sont habillés comme des Grecs. Viflorian c'est des Celtes plutôt. Et je passe à Tonexalt qui sont des Aztèques, / Maya, / Inca, / on mélange toutes les nations. Tonexalt c'est étrange, parce que vous imaginez un pays un peu Inca avec des jungles et
et des montagnes et des temples mayas, tout ça. Mais en même temps super technologique et super à la pointe, parce qu'en fait le pays est dirigé par des Instagrammeurs. Je sais pas comment le dire autrement. Le gouvernement de Tonexalt revient à la personne la plus populaire du pays. Tout simplement. J'ai eu cette idée et je me dis, putain, ça serait marrant quand même. Ouais, c'est le pays des jeunes. Et donc actuellement, la reine de Tonexalt, c'est une putain d'influenceuse. Rajoute à ça que c'est aussi le pays de l'émotion, où l'émotion est carrément une arme, ou une énergie, si j'ose dire. Il y a des trucs qui marchent à l'émotion, tu vois. Et donc c'est le job de la reine, qui est capable de faire ressentir des émotions à son peuple, de faire ressentir des émotions à son peuple pour que son peuple fasse de l'émotion pour pouvoir alimenter le pays. Et évidemment, la reine est super cool, la reine est super sympa, la reine est super stylée. Mais derrière, il y a les producteurs. Derrière les producteurs, bien sûr, ce sont des producteurs véreux qui veulent s'emparer du pouvoir, qui ont déjà le pouvoir, mais qui ont le pouvoir dans l'ombre. Évidemment. Je passe à Zefring. Zefring, inspiration asiatique. J'en dirai pas plus, imaginez ce que vous voulez. Thaïlandais, chinois, japonais, j'ai tout mélangé, j'ai pas assez de nations pour faire des trucs différents. Et c'est le pays, ça aussi c'est très original, vous allez voir, c'est le pays du jeu. C'est le pays du jeu où tout le monde peut devenir n'importe quoi, c'est aussi le pays de la liberté, on fait ce qu'on veut. Sachant qu'après j'ai décidé que, en fait, le roi de Zefring, c'était un mec assez anarchiste, mais qui s'est quand même bien arrangé pour tromper le destin et en fait remporter tous ces jeux, ce qui fait que ça reste le roi en fait. Là-bas en fait tu peux défier n'importe qui en mode jeu de défi au duel. Et c'est Disboard de No Game No Life, si vous avez la ref. Je vous avais dit que je copiais tout ce que je voyais. Terioana, ça sonne un peu aborigène, d'Australie, d'Afrique, comme vous voulez. Ça sonne un peu polynésien. Voilà, Terioana, c'est un archipel, c'est dans le sud. C'est globalement peuplé de bestioles en tout genre. Eux, leur truc, c'est les ancêtres. C'est-à-dire ceux qui dirigent, c'est juste les plus vieux, en fait. Surumbre, j'ai envie de dire c'est les méchants, mais ça serait un peu raciste. C'est en gros le pays des elfes noirs, où il fait nuit, où les gens sont cruels et détestables. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Disons que Sirum, leur truc, c'est un peu la force brute, quoi. Le mec au pouvoir, c'est le mec qui est le plus fort, c'est tout. Petite dictature, mais n'importe qui peut se ramener. S'il est plus fort, il renverse la dictature. Et inspiré de l'Égypte. Et des Perses et du monde arabe, tout ça. Je continue, Sindanir. Je pourrais dire que Sindanir, c'est les vrais méchants. Et vous savez pourquoi Sindanir, c'est les vrais méchants? Parce que c'est le pays de l'argent. Si je veux acheter ton existence, j'ai le droit. Si je veux acheter le fait que t'as des pouvoirs divins, bah je les achète. Et du coup la reine, qui est en fait une Maharani, puisque c'est inspiré de l'Inde, et ben c'est une grosse tepu. Pas au sens propre, encore que, mais Conil, pays du savoir, pays de la technologie, pays de l'acier, pays du métal, pays des voyages temporels et des voyages dans l'espace. C'est le futur, voilà. C'est le futur et c'est les gens qui réfléchissent beaucoup trop. Petite anecdote, leur roi réfléchit tellement qu'il est complètement fou. Voilà, ici le savoir est une arme, le savoir est une ressource, le savoir est très important. Nivellgard, c'est tout au nord, il y a des montagnes très hautes, il y a des glaciers, il y a des banquises, il fait froid quoi. Et Nivellgard, c'est juste le pays le plus religieux du monde. Voilà. Les gars prient les dieux H24 et ceux qui prient pas les dieux, et ben on les tue. C'est la Russie, mais en mode hyper catholique. Et c'est limite la Russie parce que le roi c'est un tsar. Et puis ils aiment bien taper sur Sindanir parce que Sindanir, vu que c'est le pays du feu, il y a beaucoup de démons. Et eux c'est le pays de l'eau, donc ils aiment bien taper dessus. Ils aiment bien se taper dessus entre eux. J'ai pas encore écrit les guerres entre pays. Et alors Eklard, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un point d'interrogation? C'est hypothétiquement une 10e nation qui aurait peut-être sombré, je ne sais pas, en rapport avec le fait que... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Tous les noms des nations, en fait, c'était le nom de Ga. Les noms des 9 nations, c'est le nom de 9 héros d'il y a très très longtemps, qui se sont affrontés contre Eklard, justement,
C'est une création divine qui a mal tourné, les dieux se sont dit on va leur mettre ça, comme ça ils vont arrêter de nous faire chier. Le truc a mal tourné, ça s'en est pris aux dieux, les dieux étaient en mode pitié aidez-nous. Et du coup les Entropiens ont dû prendre leur destin en main et envoyer ces 9 gars-là pour défoncer Eclard. Et c'est à ce moment-là que les dieux se sont dit ouais, ils sont quand même forts, hein. On va leur filer nos armes. Quelles sont les forces les plus importantes dans toute cette nation, les forces dont vous allez entendre parler quand on jouera, si un jour on joue? D'abord les titans. Les titans, c'est les premiers dieux, c'est ceux qui ont tout créé, globalement, exactement comme dans la mythologie grecque. On les a enfermés sur un autre plan d'existence, que j'appelle personnellement la psychielle. Et en gros, s'ils sortent de là, c'est la fin du monde. Voilà, parce qu'il faut quand même une petite menace. 2 dimensions pour être sûr qu'ils sortent pas. Alors techniquement, t'as le plan matériel, t'as le plan des anges, t'as le plan des démons. Et tout ça est englobé dans un plan sidéral. Et loin au fond du plan sidéral, t'as la psychielle. Bon, les dieux. C'est les dieux quoi, la plupart ils sont sympas, mais il y a aussi des gros connards. Que ça dérangerait pas en fait de réveiller les titans, donc... Mais techniquement ils ont aucun pouvoir, parce qu'ils ont tout donné aux hommes en fait. Ils sont forts parce qu'ils peuvent contrôler leur élément, donc tu vas pas les défier, mais ils ont aucun pouvoir de changement du monde en fait. Par contre les demi-dieux, les demi-dieux ils sont 12. C'est donc les enfants des dieux, avec des mortels. Les demi-dieux sont plus balèzes que les dieux, parce qu'ils peuvent contrôler plusieurs élématières. Si vous imaginez le tableau, en fait, un tableau périodique, en fait, ils peuvent contrôler toute la colonne. Et ça, c'est pété. En plus d'avoir leur propre relique arme, en plus d'avoir une relique super rare qu'ils doivent protéger, parce que la relique super rare permet genre d'ouvrir la psychielle. Vous voyez? En gros, c'est eux qui gardent, c'est eux qui tiennent le monde. Imagine un demi-dieu véreux qui obtient tout des autres en menaçant d'ouvrir le coin magique. Non, parce qu'il faut tout pour l'ouvrir. Il faut toutes les reliques. Par contre, il y en a un, effectivement, qui est le chef des connards ultimes. Lui, son but, c'est de réunir toutes les reliques des demi-dieux et d'ouvrir la psychielle pour foutre le sbeul. Le conseil des 9, eh ben c'est simple, c'est juste les dirigeants des 9 nations que j'ai citées. Voilà. C'est animé à la table, hein, parce qu'il y a des sacrés connards, mais on fait semblant que tout le monde s'aime bien. Bon, le clan du chaos, non provisoire, parce que pour l'instant c'est pourri. Le clan du chaos, bah, c'est les gens dont je vous ai parlé en fait. C'est les gens qui veulent réunir tous les trucs magiques pour ouvrir la psychielle et pour foutre le sbeul. Voilà, ça porte bien son nom. L'astroligné, c'est plus spécifique. Je vous ai pas parlé, mais en fait, aux oppositions aux dieux, il y a les divinités du destin, les esprits du zodiaque. Voilà, c'est une autre sorte de divinité, et en gros, l'astroligné vénère eux. Voilà. Et ils disent, nous on veut pas des dieux, nous on veut gérer le destin, et nous on veut que les hommes ils gèrent leur destin. Du coup on utilise les pouvoirs du zodiaque, et du coup on fait des surhommes qui deviennent fous, mais c'est pas grave parce que voilà. Si vous voulez vraiment placer vos zombies magiques, l'astroligné c'est un peu ça, parce qu'ils prennent des gars, ils leur font des rituels bizarres pour qu'ils deviennent des gens bizarres qui sont bien plus forts, bien plus costauds, bien plus rapides, tout ce que tu veux, mais qui sont complètement starbés. Les mercenaires, ça va être vous. Les mercenaires, ça va être vous. Et en gros, c'est la guilde des aventuriers. C'est les gens qu'on envoie partout où c'est la merde. Mais leur objectif le plus noble, on va dire, c'est de trouver les reliques armes qui ont été perdues. Ou... Non, je vais être un connard. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste pour fournir un contexte. Bien sûr que vous pouvez ne pas du tout être attaché à ça. C'est juste pour justifier si à un moment j'ai besoin de dire que vous connaissez, que vous avez une équipe et tout. Et la Ligue des Lueurs, comment vous dire, c'est des super-héros. Parce qu'un monde sans super-héros, c'est pas rigolo. Et eux, ils combattent directement eux. Voilà. En gros, les mercenaires, ils se battent contre le clan du chaos, et la Ligue des Lueurs, elle se bat contre l'astroligné. Les super-héros aiment pas le destin. Mais personne n'aime le destin.
Le destin, c'est le truc qui te dit aujourd'hui tu vas te lever et tu vas mourir. Ok. Si j'ai pas envie de mourir, je fais quoi? Ok. Création du perso. Prenez des notes si vous voulez commencer à créer votre perso pour le JDR. Normalement, il y a tout. Il vous faut un nom, une profession, un titre éventuellement si vous êtes, je sais pas, de la noblesse ou de l'armée. Votre genre, éventuellement votre orientation, votre âge, éventuellement une petite biographie. Voilà d'où vous venez, qui vous êtes dans quelle étagère. Et un descriptif de votre personnalité, information physique, le taille, le poids, l'aspect physique. Je les ai séparés des autres parce qu'en fait ça peut avoir une influence. Je vais calculer ça avec des intervalles de taille, de poids. Et forcément, plus t'es gros, plus t'es facile à toucher. Et plus t'es petit, plus t'es difficile à toucher. Mais il y a d'autres avantages pour compenser. Ce que j'appelle le constellium, pour l'instant, c'est juste vos stats. Les stats sont au nombre de 9. La force, l'endurance, l'agilité, la science, la volonté, la technique, la relation, l'inspiration, l'acuité. J'ai classé ça en 3 catégories qui sont l'action, la réflexion, l'émotion. Pour faire un écho aux 3 forces. Je réfléchis bien. Et du coup ça sera noté sur 100 et puis vous aurez des nombres de départ à mettre. Je rajoute puissance, résistance et célérité mais je suis pas sûr d'en avoir besoin en fait. Ça c'est pour peut-être pour affiner un peu les combats. Donc peut-être que la puissance en fait ça va juste être le chiffre des dizaines de la force, la résistance de l'endurance et la célérité de l'agilité. Les qualités et les défauts. Alors vu que ça c'est noté sur 100, et vu que vos tests vont être là-dessus, vous avez des bonus et des malus de base. Mais ça, c'est vous qui allez décider. Ça j'y touche pas. C'est vous qui me dites, par exemple, je veux 20% de plus en tir à l'arc. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous ferez un truc de tir à l'arc, vous aurez un bonus de 20%. Je veux un malus de 15%, parce que c'est obligatoire par contre les malus. Genre dans l'eau, parce que mon personnage il a peur de l'eau. Ce qui fait qu'à chaque fois que je fais un truc dans l'eau, j'ai moins 15%. Les factions j'en ai déjà parlé, du coup c'est les 9 dont j'ai parlé, vous devez choisir entre 9 factions. Chaque fois il y a un point d'interrogation, c'est que je suis pas sûr de ce que ça donne exactement. Ça vous donne éventuellement une langue, et ça vous donne exactement des bonus de soutien, parce qu'il y a toute une mécanique de soutien aussi. Le signe sidéral, je vous en ai parlé aussi, c'est du coup les constellations, les signes du zodiaque. Il y en a, attention suspense, 12. Mais ça, je sais pas si je vais le garder. Les modalités de la technèse. C'est en gros quand vous produisez du technil, ça change en fonction de... Au départ, je voulais que ça change en fonction de votre job. Mais ça va peut-être changer en fonction de votre signe. Bref, je vous en dis pas plus, c'est pas important. Par contre, les faveurs sidérales, c'est important. Chaque signe est associé à un de ces trucs-là. Et en gros, selon ton signe, tu peux non pas relancer le dé, mais faire un qui tout double. Tu as le signe qui te permet d'avoir la faveur sur technique. Je te demande un jet de technique par exemple pour crocheter une porte. Tu peux faire ton jet de technique normal. Tu peux te dire je sors mon super pouvoir sur la technique. Et là c'est soit tu fais un échec critique, soit tu fais une réussite critique. 50-50. J'aimais bien cette idée. C'est genre gamble. Et donc, j'avance sur les espèces. Les espèces, du coup, j'ai dit en fonction de ton espèce, t'as différents aspects qui te permettent de porter différents trucs. Forcément. Chaque espèce a un coril au repos, c'est-à-dire que quand tu reviens au repos, t'as une valeur de coril. Je rappelle que c'est le truc qui te fait vivre, c'est tes PV en haut. T'as une valeur de base de coril. Et chaque espèce en a une différente. Ce qui fait que tu peux être très près de la mort. Mais être très près de la mort dans mon jeu, ça peut être un avantage. Et chaque espèce a quelques capacités, mais pas trop parce que j'ai envie que ça reste... Je vais pas mettre 20 capacités pour chaque espèce, je vais en mettre une ou deux, histoire qu'après vous soyez libre de rajouter vos propres capacités. Les espèces très rapidement, je les ai mis tout à la fin, les voilà. Hey, regardez-moi ce joli tableau. Tous les noms sont provisoires, mais ils sont pas mal pour l'instant. Ça c'est le nom des espèces. Ça c'est toutes les inspirations que j'ai eues pour créer les espèces. Et ça sert le coril au repos. Avez-vous remarqué la petite anecdote Je me suis bien fait chier, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des noms bizarres. Il y a une espèce par lettre. Sauf les 5 dernières qui sont... j'ai oublié de vous dire, les 5 dernières elles sont à part parce que c'est des quadripèdes. Et du coup c'est chiant à jouer.
Je voulais juste dire qu'elles existaient, mais ça va être chiant à jouer. C'est là où vous voyez ce que je fais un peu de ma vie, hein. Quand je m'emmerde, je prends toutes les créatures qui existent de tous les mondes fantasy et je les mixe pour créer ça. Et ouais, vous voyez, quand je parle de dons, genre ça sera vraiment... c'est vraiment les trucs les plus basiques. Enfin, je vais essayer d'être un peu original, mais les trucs les plus basiques, genre... Bah les harpions, ils peuvent voler. Voilà. Mais ils ont pas de main. Parce qu'ils ont des ailes. Donc ils peuvent pas mettre de gants. C'est ballot. Maintenant, comment je gère mon perso quand je suis en jeu? Il y a deux manières de crever. C'est quand t'as plus de Coril ou quand t'as trop de Coril. C'est gradué de 0 à 300. Parce que 0 à 300, ça me permet de caser tout ce monde-là. Par contre, quand t'es proche de l'évanouissement, ça donne des bonus. Quand t'es proche de la surcharge, ça te donne des bonus. En gros, Furil, c'est tu vas crever, donc tu donnes tout ce que t'as. Ça t'augmente genre ta puissance, ton attaque et tout. Et Euphorile, c'est tu planes. T'es drogué. Donc du coup, t'as plus de magie, t'as plus d'inspiration, tout ça. Les dons, c'est pareil que les trucs d'espèces, mais pareil, c'est vous qui décidez en fait. Vous me dites, moi, mon perso, il peut faire ça. Et juste on fignole pour que ça soit pas trop pété. Par contre, les dons, ça se paye avec tes PV. Alors, ça, c'était le Coril. Comment le Technil marche? Vous avez un certain point de mana à un moment donné. Et vous choisissez dans quoi vous le mettez. Si genre vous voulez le mettre dans votre pied pour mettre un giga kick, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre votre Technil dans un balai pour le balancer sur quelqu'un, vous pouvez le faire, ça fera des dégâts en plus. C'est l'idée, c'est ce que j'appelle la transfusion. Pour moi, il y avait un système de charge, c'est-à-dire que tu peux rester pendant un tour juste à concentrer ton ki comme ça. L'inventorium. Ce que j'appelle l'inventorium, c'est l'inventaire tout simplement. Mais c'est un inventaire magique. Ton inventaire, il est dans un autre plan de l'existence. Dans le plan sidéral. Et t'as juste une petite fermeture éclair que tu peux ouvrir pour te donner accès au plan sidéral et prendre tes objets. J'ai trouvé ça cool, ce qui fait que littéralement le nombre de places dans ton inventaire est lié à ta magie. J'en ai déjà parlé du plan sidéral, hein. C'est là où il y a les titans. Mais loin. Après, il faut que je vois les modalités de ce que tu peux porter. Je pense que c'est lié à ton poids. Et alors les points de rupture sont en PT, en points de technil. Parce qu'en fait, tu charges. Et si tu charges trop, ça pète. Les pouvoirs, c'est comme les dons, sauf que c'est les objets. Les pouvoirs, ils sont dans les objets, et pour que tu atteignes le pouvoir, il faut juste mettre un certain nombre de techniles. En gros, t'as une épée magique à 100 points, elle peut te mettre une boule de feu. Il faut juste que tu charges 100 points dans l'épée magique, et elle te sort une boule de feu. C'est tout simple. Sauf que si tes 100 points, ils sont déjà dans tes bottes, bah tu peux pas les mettre. Donc t'es obligé de charger pendant un tour. Alors toutes les ressources que tu peux ramasser, bah c'est simple. Il y a les plantes qui te rechargent ton corée, il y a les champignons qui te rechargent ton technil, il y a les ondes qui te rechargent ton rhythmil, il y a les cristaux de l'ématière, c'est juste des cailloux qui te permettent après de faire de l'alchimie. Il y a les pétales d'Aéroflore. Laissez-moi mettre un point d'interrogation parce que je suis pas sûr de les garder ceux-là. Ça c'est valable que pour les personnaires, c'est ta réputation au sein des personnaires. Plus t'as de pétales, plus t'es réputé. Bah les unis, c'est le nom que j'ai donné à la monnaie du pays. Après, tu peux ramasser des bibelots, peut-être pour les fondre, peut-être pour faire de la matière. Et t'as des cartes que j'appelle les cartes XP, mais on va peut-être changer de forme, qui te permettent d'augmenter tes stats. Voilà, parce qu'il n'y a pas de système de niveau. C'est juste tu trouves des trucs qui augmentent tes stats, et puis t'augmentes tes stats. L'alchimie, comment ça marche l'alchimie? Eh ben c'est simple, tu mélanges tes élématières, et puis ça te donne un truc. L'alchimie, ça peut être de l'alchimie solide, genre ça te donne un artefact, ça peut être de l'alchimie liquide qui te donne une potion. L'idée c'est de mélanger les cailloux, parce que comme j'ai dit au tout début, les cailloux ne te donnent des pouvoirs que s'ils sont mélangés. Et pour finir, il y a le rhythmil, j'ai toute une idée de soutien entre les persos. En gros, il y a plusieurs niveaux de confiance que tu peux avoir avec un perso, et plus le niveau de confiance est haut, plus t'as des bonus quand t'interagis avec lui. Et pour que ça ait un intérêt, atteindre les plus hauts niveaux de confiance, ça permet d'améliorer tes propres dons, ou d'en avoir d'autres. Genre, tu deviens gigapote avec un forgeron, tu gagnes des dons de forge. Et la dernière étape, le gameplay en bonne et due forme,
Le gameplay, comment ça marche? Bah là, c'est vraiment une partie de JDR très classique. Il n'y a pas énormément de choses à dire. On va vous classer par vitesse. Et ce sera au tour par tour, que ce soit pour les combats ou pour l'aventure en elle-même, sachant que les combats, ça va être un peu plus saccadé. Mais j'ai pas envie, comme j'ai dit, de faire comme dans D&D où le combat, c'est vraiment un truc à part. J'ai envie que le combat, ça soit dans le flux de l'action. Et il y a des périodes de repos. Bah, tu reviens à ton corps et le repos, tout simplement. Le déplacement et le ralentissement, évidemment, il y aura des petits détails, mais vraiment des petites lignes à la con, genre si t'es ralenti, si c'est un terrain ralenti, tu vas 2 fois moins vite. La distance de saut en fonction de ta taille. La distance de chute en fonction de la chute, tout simplement. Et l'asphyxie, je sais pas, faut faire une épreuve de force ou d'endurance. Mais vous en avez rien à foutre, ça c'est pour le MJ. Et donc les épreuves, c'est juste des jets de dés. Descend, tu dois faire en dessous de ta stat, comme aventure. T'as des bonus, t'as des malus, comme dans aventure. T'as des réussites critiques et des échecs critiques, en dessous de 5, ou en dessous de 10, non, en dessous de 5 et au-dessus de 95. Le combat. Le combat, j'ai dit que c'est pas à part, mais bon, il y a certaines étapes à respecter. Petit détail de combat supplémentaire. Évidemment, t'as des bonus ou des malus selon que t'attaques un truc tout petit, ou très grand, ou très loin, ou très près. T'as toujours les échecs critiques et les coups critiques. Tu doubles tes dégâts, ou tu les triples, je sais pas ce que j'avais mis. Un truc comme ça. Tu fais plus mal. Si tu fais un échec critique, t'as une contre-attaque adverse. Vulnérabilité, protection et immunité, ça c'est si tu tombes sur des ennemis très spécifiques qui genre sont immunisés contre le feu, évidemment tu vas pas leur balancer des boules de feu. Les combats particuliers, genre combat dans la flotte, tu dois faire une épreuve de force avant. Genre combat à cheval, tu dois faire une épreuve d'agilité avant. Effet de surprise, si t'arrives à surprendre des gens, tu gagnes un tour. Mais pour ça, faut réussir une épreuve d'agilité avant. Une épreuve de discrétion un peu, s'il y en a un seul qui foire, ça foire tout. Et s'il y a un succès critique, tu gagnes 2 tours. La défense, tu peux défendre un gars et du coup ça augmente ta défense. Ce qui fait que quand ils essaient d'attaquer le gars, ils t'attaquent toi, mais toi t'as ta défense qui buff. Tu peux charger en utilisant tout ton mouvement. Parce que oui, pendant un tour t'as un mouvement et une action. Ou tu peux te barrer. Et j'ai littéralement dit tout ce qu'il y avait dans le jeu. Des questions? Donc en fait le truc c'est que je vous impose en gros les espèces, vous choisissez, les signes, vous choisissez. Je vous ai pas décrit les signes mais c'est des trucs du genre poisson, vous êtes inspiré, votre faction parce que je vais pas les changer. Par contre faut choisir vos qualités et vos défauts, les capacités que vous avez, ce que vous avez comme inventaire de départ et toutes vos stats. Au départ je voulais que tous les joueurs qui participent à ce jeu soient des détenteurs de reliquarmes. Le problème étant que les reliquarmes au final il n'y en a que 30. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 30 reliquarmes alors qu'il y a 62? Eh bien c'est très simple, parce que les titans ça compte pas, parce que leurs reliquarmes elles sont perdues, et elles sont beaucoup trop pétées, et les demi-dieux ça compte pas, puisqu'ils ont leur propre reliquarmes. Mais oui, tout ça pour dire qu'il y en a pas assez, donc il y aura des ploucs aussi. Et je pense qu'on va commencer par des ploucs pour les phases de test. Moi sachez que moi j'ai déjà mon héros. Mon héros est un elfeuille qui habite à Villefloriane, le chevalier servant de l'oracle de la nature. C'est Link. C'est juste Link, sauf qu'il parle. Et il a 2 des 3 épées les plus puissantes du monde. La 3e appartenant à sa sœur qui est, au roulement de tambour, la reine de Cyrumbre, le pays des méchants. Drama. Attendez, je vous laisse sur mes espèces, on peut en discuter si vous voulez, vu que j'ai fini mon speech. Alors, vous l'achetez mon jeu? Genre, même pas, j'ai réussi à tout balancer quand même.